On ne sait pas comment le gouvernement va effectivement apporter des réponses au quotidien à cette abstention. Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Politologue. Alors bon, sur l'abstention d'abord, comment vous l'expliquez? Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il y avait ce matin une présomption de confiance, on va le réentendre tout à l'heure, et les Français, même ceux qui n'adhèrent pas à En Marche, s'abstiendraient finalement de bloquer ce mouvement qui est en cours, ou bien alors est-ce qu'on faut parler de désintérêt plus profond selon vous? Donc ça serait une abstention-adhésion en quelque part. Oui, enfin on peut tout ça, c'est des constructions d'opportunités. Non, mais Stéphane Robert l'a dit tout à l'heure, il y a un différentiel d'abstention très fort selon les électorats, et surtout l'abstention n'est pas quelque chose qui est neutre d'un point de vue sociologique. Là, les études convergent depuis toujours, mais ça ne fait que se renforcer. Plus vous êtes jeune, moins vous êtes installé dans la vie, moins vous êtes riche, moins vous êtes propriétaire, et plus vous allez vous abstenir. Et donc là, véritablement, ça, au point qu'il y avait un sociologue qui parlait de suffrage, le sens caché, vous savez, le suffrage censitaire. Au fond, les gens s'imposent à eux-mêmes, s'excluent d'eux-mêmes, en quelque sorte, du jeu démocratique pour les catégories populaires. Mais pourtant, ce n'était pas le cas pour les présidentielles, complètement. Alors non, justement, oui. Ça, pour la présidentielle, comme on a un pays assez politique, là, pour la présidentielle, il y a toujours une participation à peu près égale, qui est maintenant fixée à un peu juste en dessous de 80%. Mais depuis l'instauration du quinquennat par Lionel Jospin, eh bien, effectivement, il y a un décrochage de plus en plus important pour la législative. Là, on est à plus de 8 points d'abstention en plus par rapport à l'élection de 2012, qui était déjà, au premier tour, un record d'abstention. Donc là, maintenant, il y a une forme de renoncement. Alors, est-ce qu'on peut parler de consentement comme M. Raffarin, d'une certaine manière? Oui, enfin, en tout cas, on ne peut pas dire que cette abstention rend illégitime l'élection. Vous savez, les systèmes les plus stables, comme le système américain, c'est les systèmes qui s'accommodent parfaitement d'une très forte abstention. Et je rappellerai même, mais je parle sous le contrôle du professeur de l'HESS qui est là, que dans les années 60-70, il y avait pas mal de livres qui s'écrivaient sur la crise de la démocratie, y compris avec des auteurs comme Crozier ou Raymond Aron, qui mettaient en cause quoi? C'était quoi la crise de la démocratie? C'était le fait que les gens participaient trop. Ils votaient trop, ils manifestaient trop, ils contestaient trop. C'était les contradictions du capitalisme, comme on disait à l'époque. Et à l'époque, les esprits libéraux s'inquiétaient de cette trop forte participation populaire. Aujourd'hui, ils peuvent être pleinement rassurés. On revient vers vous, Jérôme Sainte-Marie. Vous voyez un deuxième tour qui va amplifier. Vous êtes plutôt deuxième tour à 400 ou deuxième tour à 450? Je pense que le second tour va effectivement amener une majorité absolue très large et va confirmer, amplifier. Pourquoi? Parce qu'au fond, le parti En Marche est très largement le parti du moindre mal. Alors ça tombe bien, c'est l'expression de Jean-Claude Michéa, qui est certainement pas tout à fait d'accord avec M. Burguière sur la notion de gauche et de droite, mais qui parle justement de l'empire du moindre mal pour décrire le libéralisme. Eh bien, à tout point de vue, le mouvement En Marche est le parti du moindre mal, dès le premier tour et encore plus au second. Puisqu'on va avoir, vous l'avez dit, exclusivement des duels, ou pratiquement exclusivement des duels. C'est la trappe-tout. Voilà, donc imaginons concrètement les situations. Si vous avez un candidat En Marche face à un candidat Front National, les trois autres forces d'opposition qui auront été éliminées au premier tour auront tendance à se reporter massivement sur le candidat En Marche. Mais si c'est un candidat socialiste face au candidat En Marche, eh bien, il y a pas mal d'électeurs de droite éliminés, dont le candidat est éliminé au premier tour, qui vont dire « Ah ben quand même, il y a le Premier ministre, le ministre de l'économie, et puis il y a les réformes. » Enfin bref, tout ça, c'est un peu notre camp. Eh ben, le moindre mal, c'est de voter pour En Marche, et ainsi de suite. La grande force d'En Marche, dans la circonstance qui ne durera pas forcément éternellement, c'est d'avoir non pas une force d'opposition, mais 4 forces d'opposition qui se détestent entre elles. À quoi avons-nous affaire? Comment classer l'événement? Sous quelle rubrique que nous vivons là, politique? Moi, je pense qu'on a effectivement, comme prévu d'ailleurs, le parachèvement d'un changement de paradigme politique. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la thèse du livre qui va être présenté. Je crois qu'effectivement, la notion de gauche et de droite est profondément en crise et que là, il y a une proposition crédible de remplacement de ce clivage par un clivage qui est entre, disons, alors qui est sociologiquement correspond à ce qu'on pourrait appeler un bloc bourgeois, pour prendre un terme tout à fait moderne, mais en tout cas adapté, et en tout cas quelque chose qui est ouverte, qui accepte complètement les règles du libéralisme économique à travers les institutions financières internationales et à travers l'Europe, qui nous prépare par exemple l'adoption du traité transatlantique du libre commerce. C'est pas rien, ces choses-là on est des aspects concrets, et qui effectivement a une clientèle sociologique minoritaire mais centrale, et inversement de l'autre côté il y a effectivement quelque chose qui va du côté du souverainisme, mais qui visiblement aboutit
beaucoup de mal constitué et qui est profondément divisé. Frédéric Seyss nous disait quand même dans son papier tout à l'heure que ça touchait tous les départements, toutes les circonscriptions. Ce phénomène Macron, on ne pouvait pas lui donner vraiment une qualification de vote bourgeois ou vote de droite ou vote... c'est un vote bourgeois, c'est un vote bourgeois au sens sociologique du terme. Alors là, toutes les études convergent. C'était valable pour la présidentielle, me semble-t-il, clairement. Mais là, mais là encore plus, si vous regardez en tout cas les enquêtes préélectorales étaient très nettes, et vous avez en plus un resserrement du corps électoral, puisque évidemment quand vous avez une abstention aussi nette, il y a des catégories qui étaient déjà au cœur du dispositif macronien pour la présidentielle sont relativement encore plus présentes. Alors après, ça donne une très grande homogénéité effectivement sur le territoire, ce qui est une immense force, alors que les forces alternatives, elles, sont plus ou moins présentes. Mais non, mais là, il faut l'analyse géographique, ça a ses charmes, mais il faut quand même regarder effectivement la composition sociologique du corps électoral. Ça renvoie bien à une France qui gagne, une France assez âgée. Encore une fois, l'apparence et la réalité sont radicalement différentes. Plus vous êtes âgé et plus vous votez Macron. Dans des proportions moindres que pour le vote de droite, mais malgré tout, c'est bien cette régularité-là. Alors vous dites, c'est avec le grand débat, est-ce que droite et gauche, etc., est-ce qu'on peut associer les choses qui s'opposent? Est-ce que le « en même temps » est finalement la pierre angulaire du macronisme? Et est-ce que vous y croyez? Jusqu'à quand? En même temps, de gauche et de droite, oui, probablement. Mais l'avantage d'en même temps, c'est que ça peut être appliqué à peu près à tout n'importe quoi, y compris au choix du dessert et du fromage. Donc c'est quelque chose qui peut être, c'est une expression un peu facile, mais vous avez effectivement un moment de clarification idéologique extraordinaire, je trouve actuellement. Autant l'élection de 2012, si vous voulez, on était encore sur le pro-Sarkozy, anti-Sarkozy, etc. Là, au moins, on est sur des réalités programmatiques qui, avec une très grande clarté du côté du camp Macron, une très grande ambiguïté, pour l'instant, beaucoup de contradictions chez ses adversaires. Toute dernière question, rapidement, Stéphane Robert. Là, on est sur quelque chose qui est assez hégémonique. Vous disiez tout à l'heure que vous y voyez quelque chose qui remet complètement en cause le clivage droite-gauche. Est-ce que c'est durable et vers quoi ça nous mène ? Et comment je pense que ça correspond effectivement au clivage réel de la société. Le problème qu'on a, bien sûr, c'est que vous avez un groupe social qui est aux commandes, qui a pu prendre l'ensemble des pouvoirs en peu de temps, et on a une opposition sociale qui va devoir s'exprimer, mais qui aura beaucoup de mal à trouver les chemins du jeu démocratique, et donc on peut retrouver les charmes de l'opposition extra-parlementaire, comme on disait il y a aussi fort longtemps. Jérôme Sainte-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.